la grossesse, vous le savez, ça dure 9 mois. C'est-à-dire, ça correspond dans notre jargon médical à 41 semaines d'aménorrhée, donc d'absence de règles, et c'est ce qu'on appelle l'âge gestationnel. Donc quand tout se passe bien, ça va aux alentours de 40 semaines, et tout le monde est content. Un prématuré, c'est un enfant qui naît avant 37 semaines, donc avant 8 mois de grossesse. La prématurité en France, c'est aujourd'hui 7,5% à peu près des naissances, donc à peu près 60 000 naissances par an, grossièrement. C'est l'ensemble de la prématurité, et vous voyez que j'ai mis sur le schéma de 22 à 37 semaines, et on va discuter un petit peu de ces extrêmes limites basses. Donc ça, c'est la prématurité globale, et c'est celle qui représente le plus important, c'est plutôt après 28 semaines. Et puis on parle de grande prématurité à partir de au-dessous de 32 semaines, donc de 7 mois de grossesse. Ça représente 1 à 1,2% des naissances, à peu près 10 000 naissances par an. Donc ce n'est pas énorme en soi, mais c'est ce qui occupe beaucoup les services de néonatologie. Et cette grande prématurité, on peut y distinguer au-dessous de 28 semaines, c'est-à-dire au-dessous de 6 mois de grossesse, ce que l'on appelle l'extrême prématurité, dont on va parler aujourd'hui. Alors, cette prématurité en général, mais l'extrême prématurité en particulier, elle pose un certain nombre de problèmes, et notamment elle a des enjeux extrêmement importants, à la fois pour les soignants, mais évidemment surtout pour les parents. Et notre travail, c'est d'essayer d'assurer la survie de ces enfants dans des conditions qui préservent leur capacité à se développer ultérieurement. Et c'est là notre tâche essentielle. Et donc, se développer normalement ultérieurement, c'est être indemne de ce qu'on appelle des séquelles. Et les principales séquelles qui nous préoccupent sont avant tout les séquelles neurologiques ou neurodéveloppementales, mais aussi d'autres séquelles de type respiratoire, par exemple. C'est donc l'enjeu principal de la prise en charge de ces extrêmes prématurés, mais c'est aussi la tension éthique qui se lève là, c'est-à-dire que faisons-nous et devons-nous prendre en charge tous ces enfants qui sont statistiquement à haut risque de présenter des séquelles. Alors, cette notion de capacité de développement, je voudrais d'abord préciser qu'elle est étroitement liée au milieu dans lequel vont vivre ces enfants. Et je voudrais insister là-dessus. C'est-à-dire que le développement d'un nouveau-né, il n'est pas décidé à la naissance. Ce n'est pas le cerveau qui l'a à la naissance. On n'est pas génétiquement programmé pour devenir polytechnicien. Enfin, je ne crois pas. Et donc, les choses vont se développer après. C'est l'environnement dans lequel vivra cet enfant qui va lui permettre de se développer. Et chez le grand ou chez l'extrême prématuré, l'environnement a un rôle absolument majeur sur ses capacités de développement, qui est même plus important que chez l'enfant à terme, en tout cas dans les études qui ont pu être faites sur cette question. C'est donc un point très important, c'est de faire comprendre que tout n'est pas joué ni à la naissance, ni même à la sortie du service de néonatologie s'il n'y a pas trop de lésions cérébrales, mais que les choses vont se faire après grâce à ce que l'on appelle la plasticité cérébrale. Du coup, c'est vrai que pour nous, notre problème, c'est de permettre à ces enfants de se développer normalement. Eh bien, l'évaluation de ce que l'on fait, c'est peu la mortalité. Alors évidemment, c'est la mortalité. S'il y a une très grosse mortalité, on est très préoccupé. Mais c'est surtout de savoir ce qu'ils vont devenir à 2 ans. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il n'y a pas une seule étude clinique en néonatologie qui ne mette pas comme point d'évaluation le devenir au moins à 2 ans et plus loin, si on y arrive, ce qui est déjà beaucoup plus complexe. Donc, préserver ses capacités de développement, c'est donner à cet enfant la possibilité de vivre une vie. Alors, j'utilise volontiers un terme que je déteste, mais qui est provocateur et qui est très utilisé, qui est celui de qualité de vie. Donc, les gens parlent de la qualité de la vie ultérieure. Alors moi, je ne sais pas ce que c'est que la qualité de la vie, et surtout, je ne sais pas qui est-ce qui en juge. Est-ce que ce sont les parents, évidemment? Est-ce que ce sont les médecins? Les parents, ils souhaitent le meilleur pour leur enfant, ils souhaitent qu'il aille
loin possible dans ses potentialités. Et voilà, il souhaite qu'il ne soit pas dans un fauteuil roulant, il souhaite qu'il puisse apprendre à parler, à marcher, etc. Voilà, c'est notre fonction de parent, j'allais dire. Les médecins, ils ont une autre vision des choses qui est proche évidemment de celle des parents, mais les médecins, parfois, ils revoient, et souvent, ils revoient ces enfants après. Donc, quand ils en voient un qui est dans un fauteuil roulant, ça arrive, heureusement, exceptionnellement aujourd'hui, mais qui a du mal à apprendre à marcher, qui a du mal à apprendre à parler, qui pose un certain nombre de problèmes, ils s'interrogent sur ce qu'ils ont fait. Est-ce que nous avons bien fait de prendre en charge un extrême prématuré en sachant qu'effectivement, c'est une population qui est très à risque de présenter ultérieurement des séquelles. On pourrait se poser la question aussi de ce qui est vécu par les enfants eux-mêmes. Alors, il y a peu d'études sur cette question, mais il y en a quelques-unes qui montrent, en interrogeant les adolescents qui sont d'anciens grands prématurés, qui, pour un certain nombre d'entre eux, ont des séquelles, entre guillemets, des séquelles, quelles qu'elles soient, effectives, qui peuvent aller jusqu'au fauteuil roulant. Et quand on leur demande s'ils sont contents de vivre et contents d'être là, ils répondent oui. Donc notre vision de la qualité de la vie, notre vision de ce que sont les séquelles, elle est évidemment dépendante de ce que nous sommes par rapport à cet enfant. La deuxième chose que je voudrais souligner, c'est que la notion de séquelles n'est pas synonyme de handicap. Plus exactement, qu'une séquelle donnée dans une société donnée peut être un handicap très lourd ou peut ne pas être un handicap très lourd. Alors je vais prendre un exemple malheureusement de notre pays. Il y a, je ne me souviens plus de quand date la loi sur le handicap, qui devait permettre que tout service public ou tout service accessible au public soit organisé pour qu'on puisse monter un fauteuil roulant, pour qu'il y ait des rampes, etc. Ça a été à nouveau repoussé parce qu'évidemment, on n'y est pas arrivé, y compris dans le service public. Voilà. Quand j'étais à San Francisco, il y a 16 ou 17 ans, il n'y avait pas une seule ligne d'autobus où on ne pouvait pas monter un fauteuil roulant. Toutes les lignes d'autobus étaient prévues pour ça. À l'époque, à Paris, je crois qu'il y avait 3 lignes de bus où c'était possible. Donc les séquelles, c'est une chose. Le handicap que ça détermine, c'est évidemment différent. Et c'est donc très dépendant de la société dans laquelle vous vivez. Donc dire, cet enfant, il va être dans la difficulté parce que, par exemple, il a un fauteuil roulant, ce qui, encore une fois, je vous rassure, est exceptionnel, eh bien, c'est aussi dire que la société n'a pas été capable d'assurer cette prise en charge du handicap. Le deuxième problème qui se pose dans l'extrême prématurité, c'est qu'on ne travaille que sur des statistiques. Donc on est en fait dans la plus totale incertitude. Statistiques qui sont des statistiques en général sur des grandes populations, mais ça peut être sur des statistiques de services, peu importe, et on essaie de regarder ce que deviennent les enfants à plus long terme. Mais ce sont des statistiques, c'est-à-dire dire par exemple qu'à tel terme il y a telle mortalité avec tel risque de séquelles, ça n'est évidemment pas applicable à l'individu, à l'enfant que j'ai en face de moi ou qui va naître prochainement. Et donc, ces statistiques, il faut s'en méfier, et il faut surtout se méfier de la manière dont elles sont utilisées. J'ai un exemple que je prends toujours, c'est l'étude Épicure, qui est une grande étude en population sur des 22-25 semaines en Angleterre. 4000 naissances, 800 qui sont pris en charge en réanimation, donc il y en a déjà 3200 qui sont décédés, entre 22 et 25 semaines. 300, un peu plus de 300 qui sortent de la réanimation, et examinés à 2 ans et demi, à 30 mois, il y en a 155 qui sont considérés comme normaux, comme n'ayant absolument aucune séquelle. Donc statistiquement, qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Que 4% des naissances dans ce groupe de population, 22 à 25 par semaine, permettent d'aboutir à une survie sans séquelles. Maintenant, c'est 4% des naissances vivantes. C'est 20% des enfants admis en réanimation et c'est 50% des enfants sortis de réanimation. Donc, quand on parle de chiffres, il faut savoir de quoi on parle et de quel dénominateur on parle. Voilà. Troisième point qui me semble assez important, qui est un peu liminaire, c'est la manière dont le nouveau-né est perçu dans notre société. Alors, je fais référence à une étude d'Annie Janvier, qui est une néonatologiste québécoise, qui a fait l'étude suivante. Elle a pris 7 individus, fictifs évidemment, ayant une pathologie qui justifiait un passage en réanimation, avec un pronostic à long terme, en termes de survie sans séquelles, équivalent pour tous les individus.
Et donc, il y a un extrême prématuré à 24 semaines, il y a un enfant à terme, un enfant à 2 mois, un enfant à 7 ans, un adolescent, un adulte jeune avec un accident, etc. Et elle a posé la question aux soignants, médecins et paramédicaux. Premièrement, est-ce que vous allez envoyer ce patient en réanimation? Ils ont tous le même pronostic. Et deuxièmement, est-ce que vous seriez prêt à arrêter les soins de réanimation voilà, pour ce patient-là? Il y a deux groupes, il y a deux individus qui se séparent nettement du groupe. Tous les autres, on essaye d'y aller, on les envoie en réanimation et on n'arrête pas facilement la réanimation. Mais il y a le 24 semaines, il a le même pronostic que les autres. Et puis la personne très âgée, plus de 80 ans, pour lesquels on dit on n'est peut-être pas obligé de les envoyer en réanimation. Et quand ils sont en réanimation, on est tout à fait prêt à arrêter la réanimation. La vision du nouveau-né dans une société, a fortiori comme la nôtre, par exemple, je vous rappelle que l'interruption de grossesse pour motif médical est autorisée jusqu'au terme, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup de pays dans le monde. Mais la vision du nouveau-né, et a fortiori du nouveau-né très prématuré, c'est que finalement, c'est peut-être quelqu'un qui est né, mais dans une zone un petit peu intermédiaire. Peut-être qu'il n'a pas tout à fait les mêmes droits que les autres, ce qui, moi, personnellement, me pose des problèmes. Voilà. Alors, quels sont les problèmes qui se posent dans cette population d'extrême prématuré? Et là, on va parler plutôt des 22 à 28 semaines, et en tout cas, et surtout des 22 à 26 semaines. La première question, c'est de savoir s'il faut faire effectivement quelque chose pour eux, ce qui se pose aussi en termes de santé publique. Des mois de réanimation, parce que c'est comme ça que ça en tout cas de soins intensifs et de néonatologie, ça a un coût énorme pour la société. Après tout, la société serait en droit de se poser cette question-là, surtout s'il y a des séquelles et qu'il faut les prendre en charge derrière. Alors, est-ce qu'il faut essayer de les réanimer? Tous les pays n'ont pas la même réponse là-dessus. On le voit, par exemple, en France, dans l'étude EPIPAGE 2 de 2011, il n'y a pas de survie au-dessous de 24 semaines d'aménorrhée. Au Japon, en Suède et dans des tas d'autres pays, il y a de la survie à 23 semaines à des chiffres non négligeables. 22 semaines, ça devient un peu plus incertain, sauf chez les Japonais. Voilà. À l'inverse, d'ailleurs, les Pays-Bas, il y a plusieurs années, avaient décidé de ne pas réanimer au-dessous de 25 semaines. Bon, ils ont changé un petit peu là-dessus. Mais donc, vous voyez qu'il y a un problème éthique. Si vous naissez au Japon et que vous avez 22 semaines, on va essayer de vous réanimer. Et si vous naissez aux Pays-Bas il y a quelques années, on n'aurait pas essayé avant 25. Ce sont des pays qui, évidemment, ont tout à fait les mêmes capacités de réanimer ces enfants. Ce qui est important aussi, c'est de comprendre, et ça, il y a des données récentes qui sont sorties, que la volonté de prendre en charge les enfants extrêmement prématurés améliore le pronostic. C'est-à-dire dans les équipes obstétrico-pédiatriques où on est décidé à les prendre en charge et à faire du mieux possible sans être acharné et sans rentrer dans l'obstination déraisonnable, on aura globalement des résultats meilleurs en termes de mortalité et en termes de mortalité sans séquelles. Alors, quels sont les problèmes qui s'opposent à moi, au quotidien? C'est initialement de décider ou pas d'une prise en charge curative, d'une prise en charge visant à la survie de ces enfants dans le cadre d'une réanimation néonatale. Cette décision, elle doit tenir compte, bien sûr, du contexte médical. Il y a des circonstances, indépendamment du terme. On peut être à 23 semaines et avoir des circonstances très favorables, et être à 25 et avoir des circonstances médicales très défavorables, que l'on doit prendre en compte. Il y a un contexte familial, là aussi, c'est pas la même chose d'être... on doit l'avoir en tête, en tout cas, parce que c'est pas là-dessus qu'on va choisir, mais c'est la même chose d'être une famille où il y a déjà beaucoup d'enfants, où il n'y a pas d'enfants, ou si c'est une grossesse qui a été obtenue difficilement ou pas, etc. Tout ça intervient un peu dans notre réflexion. Et puis, évidemment, il y a les données statistiques qui nous sont données par les études de cohorte, en sachant l'imprécision de ces données. Lorsque je vous parle d'un enfant à 24 semaines, j'ai l'air très sûr de vous parler à 24 semaines. En fait, la réalité, les obstétriciens le disent bien, c'est que l'évaluation échographique du terme, qui est faite par l'échographie précoce, elle est à plus ou moins 5 jours. Alors quand vous êtes à 40 semaines, être à 39 plus 2 ou 40 plus 5, globalement, ça ne change pas grand-chose. Mais quand vous êtes à 25 semaines, être à 24 plus 2 ou à 25 plus 5, ça n'a plus rien à voir. C'est plus du tout le même enfant.
10 jours de distance dans ces termes-là, c'est absolument énorme. Donc on est dans des zones, on fait des choix sur des statistiques qui concernent en plus des grandes populations dont on ne connaît pas finalement pas toujours très précisément le terme, même si on en a bien sûr une idée relativement importante. Et donc la première question, c'est est-ce qu'il faut essayer de réanimer ces enfants? Et on peut dire que dans une zone que tout le monde appelle un peu la zone grise, c'est-à-dire une zone où on n'est pas sûr qu'il faille le faire, et bien finalement la décision appartient aux parents. Alors c'est terrible parce que nous on ne sait pas ce qu'il faut faire et on va demander aux parents de le faire, c'est-à-dire qu'on va les voir, l'obstétricien et le pédiatre, on leur explique le contexte, les problèmes, les risques, les conséquences, l'hospitalisation, la durée de l'hospitalisation, ce qui peut se passer derrière, etc. Puis on leur dit, voilà, on peut décider de faire une réanimation active de cet enfant dès la naissance ou de faire ce que l'on appelle des soins palliatifs, c'est-à-dire des soins qui vont accompagner vers le décès, et en général à court terme, c'est-à-dire en quelques minutes, dizaines de minutes ou heures chez ces patients. Et en revanche, on va évidemment pas, il n'y a pas d'absence de soins, il n'y a pas de soins à visée de survie, mais il y a des soins palliatifs d'accompagnement qui vont permettre à l'enfant de ne pas souffrir, de ne pas avoir froid et d'être accompagné par ses parents, s'ils le souhaitent, vers ce décès. Donc ça, c'est la première question que ça se pose, est-ce qu'il faut commencer ou est-ce qu'il ne faut pas commencer? Et évidemment, la parole des parents est absolument essentielle là. Voilà. Et puis le deuxième, les problèmes ultérieurs qui se posent chez les enfants qu'on a commencé à réanimer, c'est jusqu'où devons-nous aller? C'est-à-dire que lorsqu'on est en postnatal, on a évidemment plus de données sur le pronostic, un peu plus précises, sur le pronostic possible. On a des échographies cérébrales, on a des électroencéphalogrammes, des IRM, on a un certain nombre de choses qui nous permettent de dire le cerveau de cet enfant ne pose pas de problème particulier, il n'y a pas de lésion visible qui serait susceptible d'empêcher un développement normal, ou alors il y a des lésions extrêmement graves et compte tenu de ce que l'on sait, statistiquement, cet enfant-là risque de ne jamais marcher, de ne jamais parler, de ne pas avoir de vie relationnelle ou simplement d'être un peu handicapé sur le plan moteur. C'est extrêmement imprécis, mais on est tout de même un petit peu plus précis qu'après la naissance. Et donc, les décisions qui sont prises en postnatal sont des décisions avant tout appuyées sur le contexte médical, en tout cas encore une fois, en sachant qu'on est toujours dans l'incertitude, et évidemment sur le contexte familial, mais pose plus le problème de la place des parents dans ces décisions, parce que autant en anténatal, et à la limite, on peut poser la question peut-être plus clairement, encore une fois, dans un pays où l'interruption de grossesse est relativement tardivement autorisée, autant après la naissance, demander à des parents, ben voilà, on en est là, et est-ce que vous souhaiteriez qu'on arrête ou qu'on continue? C'est probablement plus complexe, c'est probablement faire poser sur eux une responsabilité qui est extrêmement lourde. En tout cas, c'est comme ça que la loi l'a conçue, puisque la loi Leonetti estime que ce type de décision est une décision médicale, après recueil de l'avis des parents, après consultation des parents, je crois que c'est le terme exact. Alors, ça, c'est plus complexe. Évidemment, on tient compte de l'avis des parents. En tout cas, si nous, on considère qu'il vaudrait mieux arrêter là la réanimation et que les parents s'y opposent, on ne va jamais contre eux. On va essayer de discuter, de leur expliquer, de leur faire donner un deuxième avis. Et puis, s'ils ne veulent pas, ils ne veulent pas. Et on reste là-dessus. À l'inverse, j'allais dire, les choses, en revanche, là où c'est plus tranché, c'est si des parents nous demandent, ce qui arrive de temps en temps, parce qu'ils sont inquiets, parce qu'ils sont allés sur Internet, qu'ils ont été regarder des statistiques mal expliquées, et bien qu'ils nous disent « Ah ben non, il ne faut absolument pas que vous continuez à le réanimer, que nous, on pense que l'enfant a globalement un bon pronostic », évidemment, on ne va pas interrompre la réanimation, mais il va falloir parler beaucoup. Voilà. Et le troisième problème qui se pose dans ces décisions postnatales, c'est quel type de soins on est susceptible de retirer, quel type de soins de survie. Et c'est un vrai problème actuellement pour nous, parce que si vous avez un enfant qui est dépendant d'une machine pour respirer, si vous arrêtez la machine ou si vous retirez le tube qui le relie à l'enfant, il va décéder dans les minutes qui suivent ou les heures qui suivent, c'est toujours un peu... Mais il est complètement dépendant d'un support vital qui est respiratoire, et la fonction respiratoire, évidemment, est absolument essentielle. Il y a d'autres supports qui sont un peu moins essentiels, et dans les supports qui sont essentiels tout en étant
plus complexes à retirer. Il y a notamment les supports de nutrition artificielle. Je dis bien artificielle. Il est hors de question de ne pas donner un biberon à un enfant qui peut prendre un biberon. Mais ces bébés-là ne peuvent pas prendre de biberon, ils ne sont pas capables d'avaler, donc ils sont dépendants pour leur nutrition, soit ce qu'on appelle d'un cathéter central, hein, d'un tuyau qui va jusque dans le cœur et qui apporte ce qu'il faut pour les alimenter, et d'un tuyau qui va éventuellement dans l'estomac. Est-ce que ces supports artificiels de nutrition et d'alimentation et d'hydratation sont des supports artificiels de survie qu'il serait légitime de retirer? La loi nous y autorise, mais évidemment c'est complexe et toujours très difficile à discuter. Voilà. Et pour terminer cette intervention, une présentation un peu globale, vous avez vu que je n'ai pas fait beaucoup d'éthique globalement, je voudrais juste rappeler que prendre en charge ces enfants, c'est essayer de leur donner les meilleurs soins, parfois être capable de se dire nous sommes allés trop loin, on est dans l'obstination déraisonnable, arrêtons là la réanimation. Tant que les parents ne s'y opposent pas, en tout cas on ne leur pose pas la question comme ça, on leur dit nous pensons qu'il faut arrêter la réanimation, et s'ils ne manifestent pas une opposition, ensuite on voit les modalités dans lesquelles ça peut se faire. Mais faire survivre ces enfants, c'est aussi penser à l'avenir. Un certain nombre d'entre eux, statistiquement, vont avoir des problèmes de développement. Pas la majorité, je vous rassure, sinon on ne ferait pas ce métier-là, mais un certain nombre d'entre eux. Et nous n'avons pas, actuellement, d'une manière suffisante, les structures pour prendre en charge ces difficultés. Excusez-moi. Quand on essaie de trouver une place en CAMS, les centres d'action médico-sociale précoce, pour des enfants qui posent des problèmes, qui devraient être pris en charge très précocement, avant 3 ans, entre 0 et 3 ans, pour prévenir les difficultés ultérieures, eh bien, il faut parfois 1 an ou 1 an et demi avant d'avoir la place en CAMS. Et donc, prendre en charge l'extrême prématurité, c'est très bien, mais il faut aussi être capable de prendre en charge derrière. Voilà, je vous remercie.